Bonjour à tous, salut Wilfried. Salut Jérémy. Bon ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, ça me fait très plaisir. Merci de Bon, m'inviter sur ta chaîne, c'est cool. comme d'habitude, hein, je vais vite t'expliquer comment je suis entré en contact avec toi et puis on va démarrer l'interview tout de suite. Alors du coup, comme vous le savez, hein, je vais de temps en temps voir mes données analytiques sur ma chaîne et puis j'ai vu Bmove, la chaîne santé. Et puis c'est une chaîne que je suivais aussi un petit peu. De temps en temps, je regardais des vidéos puisque c'était des vidéos sur l'alimentation, sur la perte de poids, sur la santé intestinale, donc des sujets qu'on traite en naturopathie. Donc je me suis dit, bon, tu ne te présentes pas comme naturopathe, mais pour moi, Non. tu, es tout- tu fais le même travail, quoi. Tu fais un petit peu le même travail. Donc voilà, j'ai été très intéressé. Et puis voilà, j'ai vu que tu parlais, que tu étais un spécialiste du paléo, du régime paléo. Et donc Tout à fait. voilà, je voulais absolument savoir plus parce que je pense que régime paléo est très très intéressant, surtout de nos jours, pour avoir une meilleure santé. Donc pareil, je vais pas parler plus longtemps et je vais te poser la première question. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas? Ouais, donc je m'appelle Wilfried Launay. J'ai créé co-créé la chaîne Bmove il y a à peu près maintenant 7-8 ans. On a un site aussi en parallèle où justement on parle pas mal du régime paléo, mais pas que. Aujourd'hui, je me suis un peu plus élargi sur notamment le jeûne intermittent aussi pour avoir le combo, on va dire, paléo plus le jeûne intermittent qui donne d'excellents résultats. Et voilà, du coup, au quotidien, j'enseigne aux gens du coup, à retrouver la bonne santé par l'alimentation principalement, parce que c'est ce que les gens aiment bien, mais aussi j'essaie de plus en plus par l'activité physique, par le mental, par le sommeil, les 4 piliers de la santé en fait, qui me semblent indispensables pour retrouver une bonne santé. Donc voilà, c'est un peu mon quotidien. Je partage tout ça sur ma chaîne YouTube et sur mon site. Super. Et est-ce que tu peux peut-être nous toucher deux mots sur ton parcours? Comment tu en es arrivé Ouais. en fait à lancer ce projet? Donc, ça s'est passé il y a à peu près 7-8 ans. Moi, je n'étais pas forcément quelqu'un en très bonne santé. En fait, je n'avais pas de gros problèmes graves, mais je n'étais pas non plus quelqu'un qui avait une santé de fer. J'avais par exemple pas mal d'allergies, des rhinites chroniques, de l'acné, pas mal, des petits problèmes intestinaux, pas beaucoup d'énergie, je n'étais pas très sportif. Et ça me saoulait pas mal, en fait. Et ma copine de l'époque, Blandine, m'a un petit peu initié à l'alimentation santé. Et ensemble, en fait, on s'est penché sur quelque chose qui commençait un peu à arriver en France, qui était donc le régime paléo. Et je me considère comme un sceptique intelligent, c'est-à-dire en fait que j'aime bien en fait tester avant de pouvoir conclure. Et j'ai mis en pratique du coup le jeûne intermittent en me basant notamment sur le livre de Mark Sisson qui s'appelle Le modèle paléo. Et ça a eu des résultats assez spectaculaires sur ma santé. C'est-à-dire que, par exemple, mon acné est parti super vite. En quelques semaines, c'était réglé, alors qu'avant, je prenais du Roaccutane qui m'enlevait certes l'acné, mais qui me flinguait aussi pas mal les muqueuses, par exemple. Et mes rhinites aussi sont assez rapidement parties et mon allergie aux graminées a disparu en quelques années, en fait. Donc aujourd'hui, je pense avoir la pleine santé. J'ai 43 ans et je suis en meilleure santé que quand j'avais 20 ans. Donc, donc j'en suis bien content. Et aujourd'hui, justement, j'ai décidé d'en faire mon métier d'en parler autour de moi et de faire en sorte que les gens aussi retrouvent la santé. Parce qu'on se rend compte aujourd'hui que il y a plein de problèmes qu'on appelle traditionnellement les maladies de civilisation, qui sont en grande partie en fait soignables, non pas par des médicaments, mais par un changement de style de vie. D'accord. Ok. Je vais juste changer l'affichage parce que je me suis rendu compte Ouais. que. Hop là, voilà, nickel. Du coup, je voulais te demander, donc là, tu t'es intéressé pour des raisons de santé personnelle au paléo. C'était à peu près vers quelle année? C'était quand à peu près? Donc ça fait après 7-8 ans. Donc c'était 2000, ouais, 2015 par là, on va dire à peu près. Ok. Et dans la foulée, tu as lancé le projet Bimo, en fait. En fait, avec ma copine, on a trouvé ça tellement génial que elle, Blandine, donc elle était très orientée cuisine, elle était très forte en cuisine, donc elle a pas oléifié, on va dire, pas mal de cuisine, enfin de recettes qu'elle faisait au quotidien. Donc elle les a rendues paléo et on a commencé à partager en fait nos recettes sur une page Facebook très simple. Et on a vu que ça prenait bien, les gens s'y intéressaient. Ensuite, donc, du coup, on a créé le site. Et moi, qui ai toujours été un grand fan de la vidéo, j'ai assez rapidement migré sur YouTube parce que j'aime bien le format vidéo. Je trouve que c'est un format qui est très pertinent pour expliquer des choses aux gens. Et voilà, du coup, je maintiens du coup le site et la chaîne YouTube depuis toutes ces années. Ouais. Ouais, je voulais le dire en plus, ce qui est cool avec tes vidéos, c'est qu'elles sont très accessibles
tout le monde peut comprendre, c'est bien expliqué. Donc moi, je trouve ça vraiment, je vous invite vraiment à aller voir la chaîne. Vraiment, tout le monde peut comprendre et ça, c'est vraiment génial. Et du coup, Après, c'est pas toujours facile parce que c'est vrai que j'essaie de. Enfin, moi, j'ai une démarche scientifique, c'est-à-dire que j'ai une formation scientifique et j'essaie en fait systématiquement de prouver tout ce que je dis parce qu'en fait, il y a pas mal de bullshit sur Internet. On entend beaucoup de conneries. Et moi, aujourd'hui, ma ligne directrice, c'est que tout ce que je dis en fait est sourcé. Donc, ça peut paraître aussi un peu différent parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent des choses sans le prouver. Moi, j'ai toujours en fait dans ma description des sources scientifiques. Donc parfois, ça peut être un peu plus compliqué en termes d'accessibilité, mais j'essaie, comme tu le dis, toujours de vulgariser. Ça a toujours été un peu mon affaire de lance. Et même avant, dans mon ancien métier, en fait, j'étais dans l'informatique. ok. J'étais en fait formateur en informatique et j'essayais, pareil, de vulgariser des notions qui peuvent être pas simples. Donc, j'essaye de simplifier des choses qui peuvent être très complexes parce que la biologie, c'est ultra complexe. Bah, du coup, tu vas pouvoir nous vulgariser la définition du paléo, puisqu'on entend quand même pas mal de choses sur Internet. Est-ce Ouais, que tu peux nous donner la vraie définition du régime paléo, du coup? ouais. Alors, historiquement, le régime paléo, c'est se rapprocher le plus possible en fait de la façon dont vivaient nos ancêtres du paléo, sachant que c'est un modèle. Parce que tout de suite, il y a beaucoup de gens qui vont dire, attends, mais c'est-à-dire, faut manger des mammouths, il faut se mettre en tenue léopard et chasser le matin. Non, surtout pas. L'idée, c'est de prendre un peu les grands principes, c'est de comparer en fait le style de vie moderne avec le style de vie paléo. Comment en fait nos ancêtres, à l'époque, quand ils étaient chasseurs-cueilleurs, c'était quoi un peu leur quotidien? Et essayer de s'en rapprocher, de prendre le meilleur de ce monde-là, tout en n'excluant pas non plus le fait qu'on vit dans un monde moderne. Parce que forcément, demain, si on a un problème grave, on va aller à l'hôpital, alors que dans le temps, à l'époque du paléo, tu te faisais une fracture, c'était quasiment terminé. En fait, tu mourais parce que tu étais un poids pour la tribu et c'était terminé, quoi. Donc, le but, c'est surtout pas en fait être rétrograde, c'est de s'inspirer en fait de ce style de vie. Je te donne un exemple tout bête. Aujourd'hui, en fait, si on prend l'exemple du repas, par exemple, parce que c'est plus pertinent. Aujourd'hui, donc, on a cette habitude de manger 3 repas par jour, le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir. Et nos ancêtres du paléo, en fait, ce n'était pas forcément ce principe-là parce que déjà, il n'y a pas de frigo, il n'y a pas de réserve alimentaire, il n'y a pas de conservation de la nourriture. Donc, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs opportunistes. C'est en fait que, ils chassaient, cueillaient ce qu'il y avait à l'époque. Donc, c'est-à-dire, déjà, c'était forcément 2 saisons. Quand ils mangeaient des fruits et des légumes, c'était forcément 2 saisons par définition. Et puis, il y a des jours, ils ne mangeaient pas parce que il y avait pas à manger, il n'y avait pas moyen de trouver du gibier, il n'y avait pas de choses à disposition. Et en fait, tu vois, il y avait ce système en fait j'ai pas forcément 3 repas par jour, je ne mange pas forcément tous les jours la même chose, quoi. Donc déjà, ce principe est extrêmement puissant. Ça veut dire que tu n'es pas déjà obligé de manger 3 repas par jour de façon stricte. Tu peux sauter des repas et de façon variée. C'est-à-dire, des fois, tu peux sauter le repas du midi, des fois le repas du soir. Des fois, tu peux sauter le petit déjeuner. Voire des fois, tu peux même ne pas manger du tout la journée. Voire des fois, tu peux faire un gros repas. Voilà. Après, nos ancêtres aussi, quand ils étaient… là, c'était l'exemple de l'alimentation, mais si on prend un exemple un peu plus orienté social, nos ancêtres, quand le soir arrivait, j'imagine que c'était peut-être un peu compliqué de le savoir précisément, mais on peut extrapoler qu'ils se réunissaient autour du feu, ils discutaient, ils se sociabilisaient en fait, quoi. Et aujourd'hui, dans notre monde moderne, c'est quoi? C'est plutôt on a tendance à rester chez soi, sur son smartphone, à stresser devant des notifications Instagram en fait, quoi. Euh, donc voilà, l'idée en fait, c'est que pour être heureux, pour être en bonne santé, il faut essayer de se rapprocher des bonnes idées qu'on avait à l'époque du paléo. Alors je sais que ça peut sembler un peu lointain et un peu ouais, trop distant pour beaucoup de gens. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'ai plus tendance à dire qu'il faut déjà, dans un premier temps, essayer de se rapprocher de comment on vivait peut-être avant l'avènement de l'ère industrielle, avant que notre civilisation devienne hautement industrialisée, notamment que l'alimentation soit industrielle. Donc, quand nos arrière-grands-parents, en fait, avant la Première Guerre mondiale, enfin, avant, pendant la Seconde Guerre mondiale, ils mangeaient des produits de saison, ils mangeaient des produits locaux, ils mangeaient des produits qui n'avaient pas forcément d'insecticides ou de pesticides extrêmement violents. Les animaux, ils n'étaient pas parqués dans des usines, mais ils vivaient dehors en liberté. Voilà, donc ça déjà, si on prend ce principe-là, on peut déjà, de mon point de vue, manger au moins de paléo, même si ce n'est pas du strict paléo, c'est essayer de revenir à une sorte d'idéal qu'on avait avant l'avènement de l'ère industrielle, parce que l'industrialisation, en fait, a flingué pas mal de choses
dans notre style de vie et dans la qualité de la nourriture qu'on consomme, quoi. Il y a eu des avantages, on ne va pas se mentir, il ne faut pas non plus cracher sur tout et jeter l'eau du bain avec le bébé, comme on dit, mais, mais il y a eu aussi beaucoup de choses négatives. Donc voilà. Ok. Ok. Et du coup, de façon maintenant un petit peu plus concrète, y a-t-il des catégories d'aliments qui sont autorisées? Y a-t-il des catégories d'aliments qui sont exclus? Ouais. Paléo. Donc déjà, quand je dis exclu, c'est pas forcément une exclusion stricte déjà, sauf pathologie grave, par exemple, les personnes qui ont des maladies intestinales un peu compliquées comme maladie de Crohn ou rectocolite hémorragique ou des maladies auto-immunes. Dans ces cas-là, en fait, on est sur un régime d'éviction assez strict parce que c'est pour le bien de la personne et c'est pour essayer d'aller vers une rémission. Après, pour monsieur et madame tout le monde qui veut déjà prendre soin de sa santé et retrouver un poids de forme, si déjà, en fait, la plupart du temps, on arrive à consommer des produits non ultra transformés, de sources grande partie naturelles, c'est-à-dire légumes, fruits, œufs, poissons, viande. Voilà. Demain, si jamais je t'abandonnais sur une île déserte, qu'est-ce que tu pourrais consommer en fait, quoi? Alors, une île où il y a de la nourriture forcément, quoi. Pas une île vraiment déserte sur un caillou, quoi. Mais si demain en fait la civilisation s'arrêtait ou demain on était sur une grande île déserte en fait et on devait retrouver un peu nos racines de chasseurs-cueilleurs, qu'est-ce qu'on aura à disposition? Voilà. Donc par exemple, si on prend l'exemple des céréales, par exemple, je crois que tu voulais en parler un petit peu, mais on peut déjà un peu évoquer le sujet. Les céréales, par exemple, c'est relativement récent dans l'histoire de l'humanité. C'est à 10 000 ans à peu près. C'est arrivé avec le néolithique, avec la sédentarisation de l'homme, donc justement après l'époque du paléolithique. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, d'un point de vue purement génétique, l'homme a vécu, en fait, d'un point de vue biologique, la plus grande partie de son histoire sans céréales. Euh, et ça n'a pas posé de problème. En fait, beaucoup de gens pensent que sans les céréales, en fait, on va avoir des problèmes de santé, on va avoir, voilà, et c'est indispensable pour être en bonne santé. Non, sûrement pas. Moi, je mange quasiment jamais de céréales et il n'y a aucun souci, quoi. Donc, par exemple, les céréales, c'est pas mal en fait de les mettre de côté, de ne pas en consommer beaucoup. À l'occasion, pourquoi pas, tu vois, ce que je dis souvent, c'est déjà du 80-20, c'est bien. 80% du temps, tu manges paléo et 20% du temps pour les événements sociaux. Le week-end, quand tu vois ta famille, tes amis, etc., tu peux faire des petits écarts et manger un gâteau, une pizza qui n'est pas strictement paléo, mais c'est OK, quoi. Donc, les céréales, par exemple, c'est pas une bonne idée d'en consommer. On va en reparler après. Je crois que tu as une question sur le sujet. Donc, je vais parler des produits hautement transformés. Les produits laitiers aussi, c'est pas forcément une très bonne idée d'en consommer régulièrement. Les légumineuses, de façon pareille, un peu faut faire attention. C'est pas quelque chose que je recommande de faire forcément beaucoup. Déjà, c'est pas mal, hein. Si déjà tu mets ça de côté, tu vas avoir une bien meilleure santé, notamment un meilleur confort digestif aussi. Donc ça, c'est un bon point de départ. Ok. Donc, si je résume, on a en aliments entre guillemets autorisés, hein, j'ai bien compris ce que tu sous-entendais. Donc, on a fruits, légumes, protéines animales, oléagineux. Ouais. On est à peu près bon là-dessus? Ouais, puis il y aura toute la famille des champignons, des algues, des produits bah, ouais, de la mer aussi. Tout ce qu'on pourra trouver naturellement. Si demain la civilisation s'arrête, qu'est-ce qu'on a à notre disposition en fait, voilà. Ok. Et donc, tu me disais que ça s'appelle le paléo strict. Et il y a une autre forme de paléo dont je me souviens plus le Alors, nom ouais, il y a même exactement. plus, il y a un moment dans le paléo, il y a des grandes familles. Tout à l'heure, je parlais des maladies auto-immunes. Il y a un paléo pour les maladies auto-immunes qui s'appelle l'AIP, l'Auto-Immune Protocol. Donc, c'est un paléo très strict, par contre, où tu D'accord. as, un niveau d'éviction qui est assez sévère. Tu as le paléo classique, donc c'est un peu ce que tu définissais là, ce que tu résumais, qui était bien résumé. Et puis après, tu as un paléo plus primal aussi, qui est un paléo qui, on va dire, sera un peu plus progressiste, qui se rapprocherait un peu plus du néolithique, où là, les produits laitiers seraient OK. Certains produits laitiers, notamment les produits laitiers qui ne contiennent pas trop de lactose, sont plutôt bien supportés aujourd'hui. Et justement, tout à l'heure, je parlais de Mark Sisson, par exemple, qui est donc un des papas du paléo. Aujourd'hui, il est assez primal, en fait, donc il consomme certains types de produits laitiers, comme du fromage de brebis, de chèvre, du beurre clarifié, qu'on appelle le ghee, par exemple, aussi, qui a pas mal d'avantages. Donc moi, je serais relativement. Enfin, si aujourd'hui je vais définir mon paléo, ce serait un paléo à tendance primale, globalement. Il y a quand même pas mal d'avantages sur le primal. Et par contre, je mettrais vraiment sur la partie AIP, la partie auto-immune.
Pour les personnes qui ont des problèmes assez graves, là, un paléo strict, par contre, sera vraiment beaucoup plus efficace. D'accord. Et donc, du coup, on voulait enchaîner du coup sur la question des céréales et des légumineuses. Ouais, Donc, je te le disais tout à l'heure, pour moi, vraiment, un des plus gros pas qu'on peut faire dans la santé en termes d'alimentation, c'est de réduire au moins drastiquement sa consommation de céréales et de légumineuses. Est-ce que tu ouais, peux nous expliquer pourquoi c'est bénéfique de réduire, au moins de réduire sa consommation de céréales? ouais. Alors, les céréales, c'est un point intéressant. Tout à l'heure, justement, on l'a évoqué en disant que ce serait bien de le réduire de façon assez importante. Déjà, parce qu'aujourd'hui, en fait, si tu regardes un peu l'alimentation traditionnelle de, voilà, de monsieur, même tout le monde, d'un occidental moderne lambda, en fait, les céréales, c'est une très grande partie de son alimentation. Aujourd'hui, en fait, tu vas avoir, tout à l'heure, on parlait de pâte à pizza, des céréales du petit déjeuner, du pain, etc. Et surtout dans la culture française, d'ailleurs aussi, culture méditerranéenne en général, le pain est très important. Et le problème en fait des céréales, c'est que déjà en fait d'un point de vue purement nutritionnel, c'est pas fou quoi, en fait. Les céréales, c'est en grande partie des glucides déjà, très riches en amidon par exemple principalement. Tu vas retrouver quelques protéines dedans, oui, quelques vitamines, quelques minéraux, notamment des vitamines du groupe B, mais il n'y a pas une très grande richesse nutritionnelle, en fait, d'un point de vue purement macronutrition, enfin micronutrition. Euh, donc, c'est-à-dire qu'une personne qui va consommer beaucoup de céréales, par exemple, elle va consommer une alimentation qui va plutôt être pauvre, riche en glucides, pauvre en micronutriments. Donc, aujourd'hui, beaucoup de gens ont des problèmes de poids, ont des problèmes, on va le voir aussi, intestinaux, et c'est en grande partie, je pense aussi, à cause de ça. Les céréales aussi ont un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, la reine des céréales, c'est le blé. Nous, en France, on produit beaucoup de blé, notamment dans la Beauce, c'est tout ce qu'il y a sur la région parisienne, là, le grenier de l'Europe, comme on dit. Et le gluten, enfin le blé, en fait, contient du gluten. Et aujourd'hui, en fait, on a quand même beaucoup, beaucoup de preuves, de faisceaux de présomption, comme quoi le gluten serait pas bon pour la santé, et notamment pour le système digestif. Le gluten, en fait, a tendance à provoquer des réactions inflammatoires et plus globalement immunitaires sur l'intestin, qui, sur le long terme, en fait, augmentent ce qu'on appelle la perméabilité intestinale. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de travaux sur le sujet, même si le problème, c'est que c'est dur, en fait, à prouver, c'est dur à mettre en évidence, parce qu'en fait, chacun réagit différemment. Si tu prends, par exemple, 100 personnes, tu peux avoir des personnes qui supportent très bien le gluten, et puis d'autres qui ont des problèmes des gros problèmes à en consommer, voire certains qui sont complètement allergiques, comme ceux qui ont la maladie cœliaque, par exemple, où là, la moindre molécule de gluten, en fait, est peut-être fatale, quoi. Mais on se rend compte, en fait, même s'il n'y a pas forcément, on va dire, de preuves strictes d'un point de vue empirique, si je demande à quelqu'un, par exemple, d'arrêter le blé, donc tous les éléments qui contiennent du gluten en général pendant un mois, juste pour tester, juste pour voir, voilà. Même si ce n'est pas de la science, juste regarde ce qui se passe et tiens-moi au courant, eh bien, dans la très grande majorité des cas, en fait, les personnes vont avoir un meilleur confort digestif, une meilleure peau, plus d'énergie, et globalement, en fait, ça marche, en fait, quoi. Donc ça, c'est super intéressant déjà de l'enlever. Et puis, alors, les gens vont me dire, je sais, parce que pareil, depuis le temps, je connais un peu les objections courantes. On va dire, le problème, c'est que ouais, mais nos grands-parents, ils consommaient du Ah gluten ouais, aussi, enfin, des céréales, et ils n'avaient pas de problème. En fait, ah pourquoi ouais. aujourd'hui, nous, en fait, on devrait avoir des problèmes avec le gluten, alors que ça fait des centaines d'années qu'on le cultive, et que mais en plus, il a sauvé de beaucoup de famines. Parce que c'est vrai que les céréales, c'est facile à planter, c'est facile pour procurer justement de l'énergie. On disait tout à l'heure que les céréales, c'était des glucides principalement. Et c'est vrai qu'en termes caloriques, juste d'un point de vue calorique, les céréales, c'est plutôt intéressant, on ne va pas se mentir. Et donc, effectivement, en cas de famine, c'est un produit qui est intéressant. Le problème, c'est que justement, comme on le disait, c'est que les céréales, c'est une grande partie de l'alimentation moderne. Donc, comme il y a beaucoup de demandes, il faut qu'il y ait beaucoup de production. Logique. Il faut que la demande et la production soient ajustées. Comme il faut beaucoup de production, il faut que les céréales, du coup, soient optimisées pour avoir un très bon rendement. Et donc, ce qui se passe, c'est que tu as le génie génétique qui est passé par là et qui a pris, on va dire, le blé qu'on avait dans le temps et qui l'a optimisé pour le monde moderne. Tout à l'heure, on parlait de l'ère industrielle. En fait, il y a une sorte de switch entre avant l'ère industrielle, donc pour faire simple, avant la Seconde Guerre mondiale et après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, quand on plantait du blé,
En fait, on avait des semences sauvages, des semences qui étaient voilà, diverses et variées, avec, voilà, qui étaient presque issues de la nature, on va dire. Aujourd'hui, en fait, le blé moderne est issu de sélection stricte, de sélection pour l'optimiser sur plein de choses. Alors, je vais donner deux exemples d'optimisation du blé moderne. La première, c'est tout bêtement sa taille. Tu vois, la taille du blé, en fait, la taille des épis est optimisée juste pour que les lames des moissonneuses-batteuses, en fait, puissent le couper comme il faut sans qu'il y ait de gâchis, en fait, quoi. Donc, on a programmé, on va dire, entre guillemets, le blé moderne pour que il ait une taille unique. Alors que tu prends un champ de blé ancien, les épis ont des tailles complètement différentes. Bon, ça, on peut dire, on s'en fout, la taille de l'épi, ce n'est pas important pour la santé. Oui, mais c'est pour juste montrer que déjà, il y a eu la sélection à ce niveau-là. Par contre, ce qui est plus grave, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le blé moderne est beaucoup plus riche en gluten que le blé d'antan. Pourquoi? Parce qu'en fait, le gluten, pour l'industriel, il va avoir un gros avantage, c'est qu'il va avoir cet effet justement de colle. Un gluten, un peu plus étymologique, c'est justement le côté colle, le côté ça colle. Effectivement, si tu as déjà pris du gluten dans ta main, en fait, c'est une sorte d'élastique en fait, que tu peux tendre, etc. Et le truc, c'est que le gluten, c'est extrêmement pratique pour ce qu'on appelle la panification de tout ce qui est boulangerie, pâtisserie, etc. Autrement dit, c'est le fait que justement, tu puisses tendre la pâte comme tu le veux, sans qu'elle casse en fait. Donc, c'est extrêmement pratique. Et comme aujourd'hui, ce sont des robots principalement qui, dans l'industrie, tu vois, font tout ce qui est pâte industrielle, le pain industriel, etc. C'est mieux que le robot, quand il prend sa pâte, en fait, elle ne se casse pas. Donc, pour pas qu'elle ne se casse, on va mettre plus de gluten. J'avais publié d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne il y a quelques années d'un boulanger qui était en fait un boulanger, on va dire, vraiment à l'ancienne et qui travaillait le blé ancien. C'est-à-dire que lui, en fait, il se refusait absolument de travailler le blé moderne et il travaillait le blé ancien. Et dans la vidéo, en fait, il montrait à quel point c'était compliqué et qu'il y avait un vrai savoir-faire pour justement manipuler le blé ancien parce que comme il n'y a pas beaucoup de gluten à l'intérieur, il faut vraiment, vraiment avoir un doigté, un geste artisanal qui est très précis et qui permet justement de faire le pain comme il faut, quoi. Alors que le blé moderne, tu as tellement de gluten à l'intérieur que presque n'importe qui, alors je dirais presque, hein, parce que forcément, si un boulanger nous écoute, il serait un peu choqué, mais presque n'importe qui pourrait faire un pain parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir un geste particulier, quoi. Et cette augmentation importante de gluten qu'on a dans le blé moderne fait qu'on absorbe des quantités astronomiques de gluten, alors que dans le temps, justement, nos grands-parents, eux qui en consommaient aussi, mais ils n'avaient pas autant de gluten, quoi. Donc, l'exemple typique que je donne, c'est le petit épeautre, par exemple, qui est un blé, qui est un des rares, une des dernières souches, on va dire, du blé ancien, qui est beaucoup plus pauvre en gluten et qui est justement euh, mieux digestible, on va dire, que le blé moderne, le blé que tu retrouves dans la baguette de pain blanc, etc., etc. Ok. Voilà. J'avais entendu que le pain au levain aussi était plus digeste. C'est possible ou pas? Ouais, ouais, parce que tu as pas mal de choses à l'intérieur qui favorisent la digestion, c'est vrai, mais ça change pas le problème du gluten, par contre. Et le D'accord. fait que, et le fait que tout ce qui est céréales, les produits céréaliers ne sont pas forcément extrêmement intéressants d'un point de vue micronutrition aussi, quoi. Mais oui, d'un point de vue purement digestibilité, il y a certains pains qui sont meilleurs, clairement. Je ne parle pas du petit épeautre, le pain au levain. Aujourd'hui, je dis aux gens, en fait, si vous devez choisir, si vous aimez le pain, si vous avez du mal à vous en passer, ce que je vous conseille, en fait, c'est d'en consommer que le week-end, par exemple. Mais par contre, d'en prendre du très bon. Pas le pain low cost, pas la baguette blanche de base là, qu'on trouve partout et qui n'a pas de goût spécialement. Tu prends un bon pain qui coûte plus cher forcément, mais tu vois, ça ne va pas changer ton budget de façon fondamentale. C'est-à-dire que si jamais, je sais pas, tu dépenses 1 € par jour pour acheter ton pain, donc ça te fait un budget hebdomadaire de 7 euros, et ben en fait, tu t'achètes un bon pain, tu vois, qui coûte 5-6 € le week-end et ce sera du bon pain. Déjà, tu vas apprécier, tu vois, le fait de ne pas manger tous les jours, tu vas plus apprécier et en plus, il sera meilleur pour ta santé. Donc, tu prends un pain complet, bio, si possible avec des farines anciennes, si tu trouvais, ou équivalent du petit épeautre, et ben, ce sera beaucoup, beaucoup mieux déjà. Ok, d'accord. Ouais, c'est super, hein. Tu as donné plein d'infos sur les céréales, c'est vraiment top, hein. Et du coup, l'autre catégorie d'aliments où je me pose là un petit peu plus de questions que les céréales, c'est les produits laitiers. Ouais, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi les produits laitiers sont exclus du régime paléo? ouais. Alors, les produits laitiers.
c'est un peu plus compliqué que les céréales. Il faut rentrer un peu plus dans la technique. Pareil, je pourrais en parler des heures. On va donner deux, trois exemples pour l'essentiel, mais ce ne sera pas une liste exhaustive, hein. Le lait a pas mal de problèmes. Je vais donner ici juste deux, trois problèmes principaux. Euh, Déjà, le problème des produits laitiers, c'est que d'un point de vue purement biologique, euh, un lait en fait, va être optimisé pour une espèce. Quand tu prends par exemple le lait de vache, sa finalité, son but d'un point de vue nature, enfin, comme la nature l'a pensé, même s'il n'a pas d'entité, on va dire qu'il pense, hein. Enfin, après, chacun croit ce qu'il veut, mais voilà. D'un point de vue purement biologique, d'un point de vue évolutionniste, le lait de la vache a été pensé pour convertir un veau en vache, tout comme le lait de l'humain est fait pour transformer un petit humain en grand humain. Et chaque lait en fait, de chaque espèce est optimisé pour l'espèce. Par exemple, dans le lait de l'humain, tu vas avoir tous les micros et macronutriments dont le bébé a besoin, comme par hasard, et c'est dans des proportions idéales. Enfin bref, voilà, tout va mieux dans le meilleur des mondes. Et c'est pareil pour le lait de vache. Le lait de la vache est vraiment optimisé pour transformer un veau en vache. Le problème, c'est que quand nous, humains, en fait, on consomme ce lait-là, on met dans notre système digestif un lait qui n'est pas fait pour notre espèce. Ça peut avoir des problèmes, en fait, assez importants. Euh, je vais en citer un, par exemple. Je vais en citer un. Quand tu es petit, et, par exemple, tu vois, tu as 3-4 ans, tes parents te donnent à manger donc du coup des céréales justement régulièrement. Ce qui se passe, c'est que tu consommes justement des céréales avec du gluten et ton système digestif, il est un petit peu déjà très tôt un peu abîmé, quoi. C'est malheureux, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il y a beaucoup de maladies justement auto-immunes qui arrivent très tôt. Donc les enfants, ils vont avoir du coup un système digestif qui est pas top. Et d'ailleurs, dans les produits laitiers de vache aussi, il y a certaines molécules qui vont abîmer le système de l'intestin. Bref, donc on va dire qu'on part du principe qu'on a un intestin qui n'est pas en super bonne santé. Derrière, je consomme des produits laitiers de vache, comme par exemple du lait de vache, dans un bol, tu vois, au petit déjeuner. Moi, c'est ce que je faisais avant, hein. C'était mon petit déjeuner traditionnel jusqu'à mes plus de 30 ans, quoi. Donc, je connais bien le truc. Euh, Dans le lait de vache, tu as plein de molécules et notamment tu as des résidus en fait, d'insuline bovine. Donc l'insuline, hein, tout le monde connaît, je pense, un peu le principe, c'est sécrété du coup depuis le pancréas. C'est ce qui sert du coup à réguler le niveau de sucre dans le sang, la glycémie. Donc dans le lait de vache, tu vas avoir des résidus d'insuline bovine. Quand tu es un jeune enfant et que tu consommes du lait de vache, tu vas donc avoir de l'insuline bovine qui peut arriver dans ton intestin. Si ton intestin n'est pas en bonne santé, ce qui peut arriver, donc si jamais tu as un intestin qui a été abîmé par des céréales, par exemple, eh ben, tu peux avoir de l'insuline bovine qui va en fait traverser ta paroi digestive. Alors, ce n'est pas extrêmement grave, on va dire, sur le principe, le système immunitaire il va être là justement pour réparer le problème, parce que la barrière digestive, en fait, le système digestif, il est fait pour que tout ce qui se passe à l'intérieur du système digestif, normalement, c'est il reste en fait, quoi. Il y a certaines molécules qui peuvent sortir, mais pour faire simple, tout ce qui se passe dans le tube digestif doit rester dans le tube digestif. Si jamais ça sort et qu'il y a des molécules du coup pathogènes extérieures qui sortent dans la voie, on va dire, hors système digestif, on va avoir le système immunitaire qui va rentrer en ligne de compte. Le système immunitaire, du coup, va détecter l'insuline bovine. Il va dire, ah, cette molécule-là, du coup, on va s'en débarrasser. Jusque-là, tout va bien. Sauf que l'insuline bovine, elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'insuline humaine. Il y a quelques petites différences d'un point de vue moléculaire, mais ça reste de l'insuline. Et elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'insuline humaine. Le système immunitaire, lorsqu'il détecte des molécules pathogènes, il aura cette capacité en fait, à enregistrer ce qu'il a détecté. Donc, ça, c'est le principe des vaccins, par exemple. Quand on donne un vaccin à quelqu'un, c'est des molécules pathogènes. Le système immunitaire va enregistrer la molécule pathogène et se souvenir de cette molécule pour plus tard, afin que si la molécule revient, il puisse attaquer et la détruire de façon beaucoup plus optimisée. Donc, le système immunitaire va enregistrer comme quoi la molécule d'insuline bovine est pathogène et qu'elle pose un problème. Comme elle ressemble comme deux gouttes d'eau à l'insuline humaine, le problème qu'on va avoir, c'est que dans certains cas, le système immunitaire peut péter des plombs, peut avoir des petits bugs et aller attaquer en fait l'origine de l'insuline humaine. En fait, il va aller attaquer dans le pancréas les cellules qui produisent l'insuline humaine. Tout simplement parce qu'il a enregistré que insuline égale danger en fait. Et c'est comme ça, par exemple, qu'on va créer du diabète de type 1.
Aujourd'hui, on sait que, par exemple, beaucoup de personnes pensent que le diabète de type 1, c'est un problème génétique, voilà, c'est inné, enfin, voilà, on l'a à la naissance et c'est foutu. Et c'est vrai que c'est compliqué c'est quasiment impossible de s'en débarrasser. Mais une origine possible, c'est justement la consommation de produits laitiers de vache quand on est petit et quand on a un intestin en mauvaise santé. Voilà, c'est un exemple. Tu vas retrouver aussi des facteurs de croissance, même si aujourd'hui on sait que ils ne sont pas en grande quantité. Les facteurs de croissance, ce sont des molécules qui favorisent en fait le développement cellulaire. Euh, et sur un veau, bah, en fait, c'est des facteurs de croissance qui sont très puissants, parce que comme on le disait tout à l'heure, un veau pour transformer en vache, tu vois, une vache, ça fait pas loin d'une tonne, donc il faut des gros facteurs de croissance. Voilà, donc ça, quand tu absorbes ça aussi dans ton corps, en fait, tu peux absorber du coup des gros facteurs de croissance qui peuvent être problématiques pour ton corps, etc., etc. Enfin bref, la liste elle est assez longue. Tu as le lactose aussi qui peut poser des problèmes. Le lactose, donc, est le sucre du lait qui reste un sucre. Donc, quand on consomme des produits laitiers de vache, on consomme pas mal de sucre aussi. Il y a des protéines, certes, mais aussi beaucoup de sucre. Tout ça mis bout à bout, enfin, la liste elle est très très longue, fait qu'au final, les produits laitiers de vache ne sont pas forcément extrêmement intéressants. Là où ça pourrait être OK, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, dans la version primale déjà, où tu te débarrasses des produits, pardon, du lactose. Donc, c'est-à-dire tu peux le faire fermenter, par exemple, ton lait. Donc, dans les fromages à pâte dure, par exemple, ça peut être intéressant. Là, tu n'as quasiment plus de lactose, puisqu'il est transformé d'un point de vue bactérien. Tu n'as plus de facteurs de croissance non plus. Donc, ça peut être assez intéressant. Il reste quasiment que la matière grasse et des protéines, en fait. Et puis, je sais, s'il paraît que les gens vont me dire, oui, mais dans le temps, pareil, on consommait du lait à la ferme, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai, encore une fois, dans le temps, nos grands-parents, arrière-grands-parents consommaient du lait de vache et il y avait moins de problèmes qu'aujourd'hui. Mais ce n'était pas le même lait, en fait. C'est un peu comme les céréales, en fait. On arrive toujours au même problème, c'est qu'il y a eu une transformation massive du lait, en fait, parce que l'industrie est passée par là. Donc, à l'époque, en fait, nos grands-parents, lorsqu'ils consommaient du lait de vache, donc déjà, c'était une vache qui avait vécu, qui vivait dehors. Donc, elle mangeait quoi? De l'herbe. Aujourd'hui, en fait, la nourriture principale des vaches, notamment l'hiver, c'est les céréales. Parce qu'en fait, une vache laitière a pour vocation à devenir une vache souvent pour la viande, en fait. Donc, il y a besoin qu'elle soit assez grasse. Donc, pour qu'elle soit grasse, on va la nourrir justement avec des produits qui sont riches en glucides, donc c'est-à-dire des céréales. Et les céréales, notamment, sont très inflammatoires aussi. Tout à l'heure, on disait la liste des problèmes des céréales, j'aurais pu évoquer ça aussi. Les céréales sont plutôt des produits inflammatoires parce que notamment l'équilibre en fait, oméga 3, oméga 6 est plutôt en tendance des oméga 6. Donc le lait, en fait, quand il est issu d'une vache qui consomme des céréales, on va retrouver des oméga 6 dans le lait. Donc ça reste un produit inflammatoire. Alors qu'une vache qui consommait de l'herbe, c'est riche en oméga 3 végétal et ensuite la vache va convertir ces oméga 3 végétaux en oméga 3 animaux, donc EPA, DHA. Et là, du coup, le lait va être riche en oméga 3 aussi. Donc c'était à l'époque, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était du lait qui était plutôt anti-inflammatoire. Après la Seconde Guerre mondiale, je schématise, hein, c'est plutôt du lait pro-inflammatoire. Autre problème aussi, c'est que à l'époque, nos grands-parents, lorsqu'ils consommaient donc du lait, alors ça pouvait être du lait cru, en fait, qu'ils consommaient le lait comme ça. Bon, après, il y a aussi beaucoup de gens qui faisaient gaffe parce qu'ils perdaient des saloperies dans le lait, des bactéries, etc., pas très cool. Donc, ce qu'ils faisaient, en fait, c'est qu'ils faisaient bouillir le lait. Moi, je sais que mes grands-parents, en fait, ils faisaient ça, c'est-à-dire que le lait était bouilli avant d'être consommé. Et l'avantage de faire bouillir le lait, c'est que notamment, ça détruit, au-delà de détruire les éléments pathogènes, comme les bactéries, etc., ça détruit aussi beaucoup d'éléments qui posent problème que j'ai évoqués, comme les facteurs de croissance. Les facteurs de croissance sont détruits par la chauffe, en fait. Et aujourd'hui, quand tu prends du lait du commerce, c'est quoi? Donc, c'est du lait UHT. Ouais, Ce n'est pas du lait qui a été bouilli. ouais. Le lait UHT, en fait, c'est un lait qui a été, qui a été stérilisé avec une cuisson flash, mais qui est très, très courte. Et cette cuisson n'est pas assez longue pour détruire les facteurs de croissance. Donc, voilà, en fait, c'est pour dire que c'est comme les céréales, en fait. Ce qui se passait avant la Première Guerre mondiale, enfin, la Seconde Guerre mondiale, et après, ce sont des produits totalement différents. D'accord. Ok. Euh, du coup, toujours dans les catégories d'aliments, euh, moi je te le disais en off tout à l'heure, dans mon milieu de la naturopathie, sans mentir, je pense que je suis bon si je dis que trois quarts des naturopathes
pense qu'une alimentation à dominante végétale est nécessaire, fondamentale pour avoir une bonne santé. En naturopathie, on a l'alimentation vivante, les jus de légumes, le frugivorisme, toutes ces choses-là qui sont très pro-végétales. Du coup, moi, j'ai envie de te poser la question à toi. Est-ce que tu penses qu'un paléo végétalien, pas végétarien, est-ce que tu penses qu'un paléo végétalien est viable ou non? Non. Non. Non, non, déjà, paléo-vegan, en fait, je ne sais pas faire. En fait, à aucun moment, j'accompagnerai quelqu'un sur du paléo-vegan, clairement. Euh, et même le véganisme tout court, en fait, ça ne convient pas à tout le monde, déjà. Ça, c'est clair. Déjà, les gens, ils tentent le véganisme, ils se rendent compte que ce n'est pas pour eux. Et au-delà de ça, en fait, faut-il encore bien le faire parce que dans le véganisme, il peut y avoir tellement de carences potentielles euh, il faut vraiment, vraiment bien le faire, quoi. Et même en le faisant bien, il reste quand même pas mal de problèmes de mon point de vue. Donc non. Pour faire simple, j'essaie de faire une réponse simple. Pour moi, c'est pas viable en fait. D'accord. Ok. C'est pas viable d'un point de vue personnel et c'est pas viable aussi d'un point de vue écologique. Et ça, c'est peut-être plus grave, je trouve. C'est qu'aujourd'hui, en fait, si tout le monde demain serait vegan, ce serait une catastrophe pour la nature. Parce qu'en fait, la nature a besoin en fait, du cycle animal-végétaux. Les deux vont ensemble, en fait, quoi. Si demain, en fait, tu as, un champ donc, je sais pas, qui est de soja, par exemple, et tu fais que du soja, de cela, donc déjà, c'est la monoculture, donc c'est problématique. Et en plus, comme tu n'as pas d'animaux qui viennent s'occuper, enfin, déjà, toi, ton champ de soja, déjà, tu vas faire c'est une catastrophe parce que pour éviter que tu as des nuisibles qui viennent bouffer le soja, bah, tu vas mettre plein d'insecticides, même si c'est des naturels d'ailleurs, hein. Beaucoup de gens pensent que insecticides ou pesticides, c'est forcément que des trucs chimiques dangereux avec des têtes de mort. Non, tu as des trucs naturels qui existent et qui peuvent tout simplement en fait, ruiner la vie en fait, dans le sol. En fait, quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, en fait, si jamais on se passe des animaux, en fait, c'est de la culture intensive euh, et ça, c'est catastrophique pour l'écologie, en fait. Les animaux sont indispensables à la vie de la nature. C'est aussi D'accord. bête que ça. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, l'avant-dernière question que je voulais te poser, c'est pareil, c'est une question que moi-même je me pose et que j'essaie toujours de creuser. C'est l'avantage qu'il y a à consommer cuit et à consommer cru. Mhm. Quel est ton avis, toi, sur cette question? Alors, si on prend l'exemple des légumes, par exemple, les deux ont des avantages et des inconvénients. Après, globalement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le cru, mais le problème, c'est pas le cru, c'est leur intestin, en fait. Pour faire simple, en fait, aujourd'hui, quand tu manges des légumes crus, tu vas manger beaucoup de fibres. Et les fibres, en fait, c'est pas toi qui les digères, c'est ton microbiote intestinal. C'est tes bactéries qui sont dans ton côlon, notamment. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des microbiotes en très mauvais état. Et du coup, bah, les fibres sont pas bien digérées. Et ce qui se passe, ça va être bah, du coup des ballonnements, des gaz et des problèmes digestifs divers et variés. Donc le problème, c'est pas le cru, c'est l'état de l'écosystème intestinal. Et quand je dis écosystème, ça inclut l'intestin, enfin, les intestins, donc l'intestin grêle et le côlon, mais surtout le côlon pour les fibres, et donc le microbiote intestinal aussi, quoi. Donc les gens qui n'arrivent pas à manger cru, eh ben, en fait, il faut d'abord travailler sur l'intestin, sur le microbiote, retrouver un microbiote en bon état, et ensuite retenter de manger du cru. Le cru a pas mal d'avantages quand même pour éviter justement de dénaturer les aliments, parce que dès qu'on passe sur la cuisson, il y a des choses qui disparaissent dans la cuisson. Ça peut être aussi bien à cause de la température que dans l'eau de cuisson, tout simplement. Après, de temps en temps, il y a certains légumes, par exemple, qui, inversement, je prends l'exemple de la carotte, par exemple, quand elle est cuite, il y a certains types de molécules qui sont plus facilement assimilables lorsque c'est cuit. Donc, moi, ce que je dis, en fait, en général, c'est de faire un mélange des deux, en fait. C'est-à-dire de manger du cru pour avoir justement ce côté micronutriments et ce côté aussi bah, donner des bonnes fibres à son microbiote. Et puis, du cuit de temps en temps pour avoir aussi peut-être une meilleure digestibilité, pour avoir certains avantages sur certains aliments, notamment.
Et puis, on va pas se mentir, d'un point de vue pratico-pratique, l'hiver, par exemple, manger du cru, c'était un peu plus compliqué parce que l'hiver, on aime bien manger du chaud, quoi. Donc voilà, je pense qu'il faut être capable de manger les deux, en fait. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Il faut manger les deux. Et est-ce que tu manges aussi parfois de la viande crue? Alors moi, non. Euh, Moi, non. Là, c'est, je pense, un problème plus psychologique, c'est que j'ai un petit peu de mal à ce niveau-là. Euh, je suis bien conscient que c'est vraiment psychologique, hein, parce que j'ai jamais été éduqué en fait, à manger de la viande crue. Même tout ce qui est tartare, etc., j'ai un peu de mal. Mais après, je sais que ça a pas mal d'avantages pour la santé aussi. Mais voilà, moi, non, je vais pas vous mentir, je mange jamais de viande crue. Par contre, je mange du poisson cru. Ouais. Poisson cru D'accord. et sushi, par exemple, j'aime beaucoup. Et, euh, et poisson cru, ouais, carrément. Des sushis paléo, du coup. Ouais, alors après, un sushi, c'est presque paléo. En fait, le problème que tu vas avoir avec le sushi, ça va être le riz principalement. Le riz en tant que tel, ça reste une céréale, donc qui est extrêmement riche en glucides, qui apporte pas forcément grand-chose pour la santé. Après, quand tu prends un riz qui est basmati, par exemple, donc il a un indice glycémique qui est beaucoup plus bas, et si tu fais tes sushis du coup avec du riz basmati, bon, c'est encore faut-il pouvoir le faire, parce qu'il soit assez collant aussi, c'est pas toujours facile. Mais ouais, ça peut être possible. Ouais. Après, voilà, un peu de riz de temps en temps, ça pose pas de souci particulier. Et c'est OK. Et du coup, le fait d'avoir du poisson cru aussi, c'est pas mal parce que du coup, tu vas avoir les oméga 3 des poissons. Ça, c'est cool, quoi. D'accord. Avant de te poser ma dernière question, là, j'ai une question qui me vient comme ça, parce qu'il Ouais, y a plusieurs personnes qui m'en ont déjà parlé. C'est des personnes qui sont passées en paléo, donc qui ont arrêté les céréales et les légumineuses et qui ont perdu beaucoup de poids. Mais c'était des personnes qui n'avaient pas intérêt à perdre du poids. Est-ce que tu peux peut-être donner un petit conseil pour ne pas perdre trop de poids quand on arrête les féculents et les légumineuses en paléo? ouais. Bah, quand on arrête les céréales et les féculents, il faut les remplacer en fait. Si jamais tu fais juste un régime d'éviction, genre ça j'en mange plus jamais, ça ne marchera pas en fait. Euh, donc il faut avoir quand même, d'un point de vue calorique, toute l'énergie qu'il te faut au quotidien. Donc, tu vas le retrouver dans d'autres aliments. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire uniquement les céréales, c'est la seule source de calories possible. Dans la nature, tu as plein de sources de calories qui sont très bonnes. Je te donne un exemple, c'est les œufs, par exemple. Les œufs, s'ils sont de bonne qualité, donc pareil, issus de poules élevées en liberté, qui, si possible, ont vécu dehors, mangé de l'herbe ou des graines de lin, etc., tu vas avoir un produit qui va être plutôt riche d'un point de vue calorique, riche en bonnes graisses, riche en bonnes protéines, avec l'ensemble des acides aminés essentiels, euh, riche en oméga 3, donc si les poules ont bien mangé, etc. Donc c'est un super aliment, les œufs, en fait. Et tu vas avoir en fait suffisamment de calories pour avoir l'équivalent d'un plat de pâtes, en fait. Et si ce n'est pas suffisant, bah, tu rajoutes un œuf. Donc, moi, je sais que je mange régulièrement une omelette avec, par exemple, 3 ou 4 œufs. Et si un jour, je sens que j'ai besoin de manger plus, bah, je rajoute un œuf supplémentaire. Voilà. Après, tu as des pseudo-céréales qui peuvent être intéressantes dans le paléo, comme le quinoa ou le sarrasin, par exemple, Ah, c'est et paléo? qui Ah, je savais ouais, pas. parce D'accord. qu'en fait, le quinoa et le sarrasin sont des plantes. C'est pas des D'accord. céréales. Ouais. Ok. Je sais pas si tu as déjà vu du sarrasin, par exemple. C'est une petite Oui. plante, enfin une petite fleur blanche. Et du coup, ouais, c'est une plante, en fait. Donc le sarrasin, c'est paléo. Le quinoa aussi. Après, tu peux avoir des antinutriments qui peuvent poser problème. Donc, il ne faut pas en manger de façon excessive. Si tu manges tous les jours du quinoa, ça pourrait peut-être à terme te poser des problèmes vis-à-vis de ton intestin. Mais de temps en temps, c'est OK. Et voilà, là aussi, c'est plutôt intéressant d'un point de vue micronutriments. Si je prends l'exemple du quinoa, tu as pareil l'ensemble des acides aminés essentiels, euh, des bons glucides, des bonnes protéines, et ça peut largement du coup remplacer un plat de pâtes en fait. Donc voilà. D'accord. Tu as la patate douce aussi, la patate douce qui est excellente pour avoir un truc assez consistant. Tu vois, la patate douce, c'est quand même pas rien, c'est assez dense d'un point de vue nutritionnel. Donc là, pareil, tu manges des patates douces régulièrement, ce sera une source de bons glucides et qui posera pas de problème. Parce qu'en fait, en général, les gens qui perdent du poids, c'est parce qu'il y a deux choses qui leur manquent, c'est peut-être une quantité de glucides suffisante, notamment s'ils ont un bon niveau d'activité physique, et aussi un niveau de protéines, en fait. Si jamais ils ne mangent pas assez de protéines, ben, en fait, à terme, ce qui peut se passer, c'est que le corps, du coup, tape dans les muscles, et ça, c'est surtout pas ce qu'on veut, quoi. On veut garder la masse musculaire. Donc l'idée, c'est vraiment manger suffisamment de protéines, de lipides et de glucides suivant son niveau d'activité physique. Et on ne perdra pas de poids, en fait. Il n'y a aucune raison de perdre du poids. Moi-même, tu vois, j'ai un physique qui est
qui pourraient avoir tendance à perdre du poids très facilement, Ouais. mais via l'activité physique, notamment tout ce qui est renforcement musculaire et derrière la consommation de bonnes protéines et de bons glucides, ça pose aucun problème. Donc, pensez toujours, ne supprimez pas strictement, compensez par une autre source de protéines ou de glucides de bonne qualité. D'accord. Bah, c'est très intéressant que tu le soulignes parce que pour pas que les gens confondent, paléo, c'est pas low carb, hein. C'est pas du tout la même chose, hein. Bah, en fait, le régime paléo est low carb, mais le low carb n'est pas paléo forcément. Ok, d'accord. Voilà. Donc, ouais, en général, moi, je dis aux gens, essayez quand même de consommer, enfin, si on devait mesurer, moins de 100 grammes de glucides par jour. Après, forcément, il faut pondérer par rapport au niveau d'activité physique. Entre quelqu'un qui est sédentaire et quelqu'un qui fait, je sais pas moi, 1 heure de footing ou 1 heure de crossfit par jour, ce n'est pas les mêmes besoins. Mais en moyenne, voilà, moins de 100 grammes de glucides par jour. Donc, ouais, on est sur du low carb. D'accord. Ok. Bah écoute, j'arrive à la dernière question que je voulais te poser. Et cette question que je voulais te poser, c'est sur ton expérience personnelle. Toi, Mhm. maintenant, tu as 7-8 ans quand même de paléo derrière toi. Moi, je suis passé en, on va dire, low carb, cétogène à peine il y a un an. Donc, Ouais, je découvre à peine les bienfaits. Toi, est-ce que tu peux nous faire un retour des principaux bienfaits sur ta santé que tu as pu observer? ouais. Alors, donc, comme j'expliquais tout à l'heure, déjà, il faut imaginer que tous les petits problèmes de santé, notamment les problèmes de peau, les problèmes d'énergie, les problèmes digestifs, ça va disparaître parce que l'alimentation moderne, en fait, agresse justement nos émonctoires, donc comme le système digestif et la peau. Et en fait, ça va être lié en grande partie justement au système digestif. Parce que quand justement, j'expliquais tout à l'heure, le système digestif n'est pas en bonne santé, il y a plein de choses qui passent à l'extérieur et la peau peut être un, quelque chose qui va manifester du coup un problème à ce niveau-là. Donc les gens qui ont de l'eczéma, les personnes qui ont ce genre de problème, des dermatites, etc., vont avoir des gros avantages, notamment pour tout ce qui est eczéma et psoriasis. Aujourd'hui, le paléo, dans quasiment 100% des cas, ça marche en fait, quoi. Parce que justement, tu retrouves une bonne santé intestinale. Tu vas avoir du coup globalement plus d'énergie parce que tu as, une alimentation qui va te nourrir avec des micronutriments en bonne quantité et tu n'auras pas justement l'effet coup de barre que tu as après les repas traditionnels. Tu n'auras pas cet effet genre oh, j'ai trop mangé, j'ai pas d'énergie, etc. Donc beaucoup plus d'énergie. J'insiste, mais encore une fois, un meilleur système digestif. Donc, plus de sensation de ballonnement, de problèmes de diarrhée, de constipation, un microbiote en bon état. Et aujourd'hui, on sait à quel point c'est fondamental d'avoir un microbiote en bon état. C'est, enfin, si je vais dire presque le truc sur lequel il faut travailler aujourd'hui, c'est ça, parce que plus on s'intéresse au microbiote, plus on se rend compte à quel point il a des conséquences sur notre santé, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, on arrive presque à le raccorder à toutes les pathologies modernes, notamment les maladies neurodégénératives. J'ai lu un article encore récemment sur le lien entre un microbiote désorganisé et des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. On va avoir des problèmes aussi donc, par rapport aux maladies auto-immunes, par rapport, enfin bref, la liste, elle est tellement longue. Donc voilà, après, les personnes qui ont des diabètes de type 2 aussi, par exemple, clairement, comme on est sur l'alimentation low carb, on va ici, normalement, à terme, résoudre le diabète de type 2. Ouais. Voilà, on va dire tous les maladies de civilisation. Et la liste, elle est longue, hein. Ouais. La liste, elle est très, très longue. Mais voilà. Je peux pas, enfin, ce serait mentir de promettre une guérison, ce serait même malhonnête et illégal. C'est absolument pas ce que je dis. Je dis que dans tous les cas, vous mettrez votre corps dans des bonnes conditions pour qu'il puisse voilà, retrouver progressivement une santé qui sera vraiment mieux, quoi. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a un effet un peu domino, c'est que tu touches à un truc et en fait, de proche en proche, tout va s'améliorer. Alors, je parlais de l'intestin, quand l'intestin va bien, du coup, tu dis, ah, tiens, ma peau, elle est plus jolie. Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment ta peau, c'est ton intestin. Euh, Tu vas avoir plus de micronutriments, donc du coup, tu auras moins de carences, donc du coup, tu auras moins de chances de tomber malade. Dire, ah, c'est marrant, ça fait 2 ans que je peux tomber malade. Ouais, mais c'est pas pareil, ça, c'est lié, en fait. Les gens qui suivent justement le paléo de façon pas stricte, mais qui suivent bien, n'ont plus de problème. Tu vois, genre le rhume hivernal, ou ça n'existe plus en fait, quoi. Clairement, ça n'existe plus. Voilà, la liste elle est tellement longue que je pourrais Ouais. parler des heures. Ouais. Ok, super. Bah, écoute, merci, hein. J'ai plus de questions à te poser. Est-ce que tu peux peut-être rapidement dire comment tu accompagnes les gens? Est-ce que tu as différents programmes? Ça se passe comment?
du Ouais. coup? Sur mon site, du coup, j'ai un programme, enfin, sur bimove.com, BMOVE, j'ai un onglet qui s'appelle Programme, Ok, où du coup, j'ai des programmes pour aider les gens, donc aussi bien sur la perte de poids, sur justement restaurer son intestin, donc pour retrouver un intestin en bonne santé. J'ai un programme aussi pour aider les gens à lutter contre leurs pulsions alimentaires. Parce qu'aujourd'hui, ok, c'est bien beau de dire aux gens de manger mieux, mais souvent, s'ils ne mangent pas bien, c'est pas forcément qu'ils ne le savent pas, c'est que il y a un problème qui est plus un problème dans la tête, en fait, quoi. Donc, j'ai un programme qui s'appelle EFAN, EFANE, qui veut dire en finir avec l'alimentation émotionnelle, la ok. nourriture émotionnelle, qui permet justement, d'un point de vue psychologique, du coup, je travaille avec un psychologue, Joris, on travaille du coup sur la raison profonde pourquoi les gens ils ont besoin d'aller vers la nourriture doudou, vers le sucre, vers le réconfort. Pourquoi être en surpoids, ça peut être une sorte de protection qu'ils ont contre l'extérieur, etc., etc. Voilà, puis on a des programmes sportifs aussi importants, parce que le paléo, on a parlé beaucoup d'alimentation, mais le paléo, en fait, tel qu'il est enseigné d'un point de vue originel, on va dire, c'est l'alimentation n'est qu'une partie en fait de l'équation. Si tu manges très sainement, mais que tu ne fais pas d'activité physique, que tu n'as pas un bon sommeil ou que tu n'as pas un bon mental, et ben en fait, tu pourrais ruiner tes efforts, en fait, ni plus ni moins. Donc, j'ai des programmes sportifs pour inciter les gens, du coup, à démarrer eh bien, une activité physique, en partant même de zéro, pour les total débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de sport de leur vie. Voilà. Et puis un programme sur le sommeil aussi, justement, parce que le sommeil, c'est fondamental pour les hormones. Voilà, dans les grandes lignes. Ok, super. Bah écoute, je mettrai le lien vers ton site, vers ta chaîne, vers tout ce qui conduit à toi en description. J'invite tout le monde à aller voir bah, du coup, la chaîne Bimove qui est vraiment très intéressante. Et puis voilà, si tu veux rajouter quelque chose encore, Ben, les gens qui s'intéressent au paléo, ouais, j'ai envie de dire, faites l'expérience. ok, Faites ce que j'ai fait moi il y a plusieurs années. Ne partez pas d'un a priori. ok. Soyez sceptique. Tout le monde on a le droit d'être sceptique, c'est normal. Et c'est même une bonne chose. Je veux dire, aujourd'hui, on n'est pas assez sceptique, malheureusement. On gobe un peu tout ce qui nous arrive sur Internet et il y a beaucoup de saloperies, de conneries sur Internet. Donc, c'est très sain d'être sceptique. Et j'ai envie de dire, soyez un sceptique intelligent dans le sens où faites un test pendant au moins un mois pour ne pas avoir d'a priori. Testez sur vous-même et franchement, il y a pas, enfin, les seuls effets secondaires que vous allez avoir sont de fortes chances d'être très positifs, vous allez voir. Et à se dire, ah ouais, en fait, c'est pas mal. Donc, testez le paléo. Après, le seul truc, et c'est ce que tu disais, Jérémy, tu avais raison, c'est qu'il faut bien le faire. Parce que si on le fait mal, eh ben, on peut aussi avoir des effets secondaires négatifs, comme justement perdre du poids, ce qui n'est pas du tout le but. Donc, essayez de bien vous documenter avant pour bien faire les choses. Passez, je sais pas, peut-être 10 jours à vous documenter à fond sur le paléo, les best practices, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Et ensuite, tester. Et là, la magie va opérer. Ok, cool. Bah écoute, je te remercie beaucoup. On a eu une heure d'entretien. Tu nous as donné plein d'infos. Donc, je te remercie vraiment beaucoup pour ça. Voilà, tout simplement, merci d'avoir pris le temps et d'avoir partagé avec nous tout ce Bah, que tu merci sais. Jérémy aussi. Puis bah, moi, j'ai été voir tes vidéos aussi. Il y a plein de choses intéressantes sur tes vidéos. Je pense qu'on est d'accord sur plein de choses. Donc c'est cool. Super. Bah, je te remercie. À plus. Je Ciao. vous dis à plus, au revoir. Et puis, je mettrai tous les liens en description alors. Au revoir.